Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Au milieu d'une cérémonie commémorative, un prêtre remarque quelque chose d'étrange qui le pousse à interrompre les funérailles et à appeler la police. La vérité qu'il découvre est choquante et mènera à une arrestation inattendue. Dans le cercueil ouvert repose Margaret Ellis, une femme qui avait été une fidèle paroissienne lorsqu'elle était en meilleure santé. Le père Gabriel se souvenait avec tendresse de son comportement calme et amical et était triste de voir que l'église n'était qu'à moitié pleine pour sa cérémonie funéraire. Dans les premiers rangs, ses deux enfants étaient assis. Un fils impassible dont le visage était indéchiffrable et une fille qui tamponnait constamment ses yeux avec un mouchoir. Le père Gabriel jeta un dernier coup d'œil au cercueil alors qu'il priait pour la défunte. Et soudain, il vit quelque chose qui fit bondir son cœur. Son doigt. Était-il en train de bouger ou était-ce son imagination ? Cela ne pouvait sûrement pas être en train de bouger. Le père Gabriel cligna des yeux. Cela devait être un effet de la lumière. Non, attendez. Cela se reproduisait. Et cette fois, il était certain de ce qu'il avait observé. Aussi impossible que cela puisse paraître. Il ferma le livre et fit un pas vers le cercueil. Ses paupières avaient-elles tressailli ? Il le semblait bien. À grandes enjambées, le père Gabriel s'approcha du cercueil. Tous les regards dans la chapelle suivaient maintenant sa progression. Le directeur des pompes funèbres se précipita vers lui, mais c'est le père Gabriel qui toucha la femme dans le cercueil. Sa peau était souple, ni froide, ni rigide. Il posa un doigt sur son poignet et sentit les battements faibles mais indéniables d'un pouls. Oui, elle était définitivement vivante. Le père Gabriel poussa un grand soupir et sa foi vacilla un instant. Était-il devenu fou ou Margaret Ellis était-elle revenue d'entre les morts ? Non, cela ne pouvait pas être. Elle n'avait jamais dû être morte. Mais elle le serait bientôt à moins que quelqu'un n'agisse. Se secouant de sa transe, le père Gabriel appela immédiatement le numéro d'urgence. En quelques minutes, des ambulanciers se précipitèrent dans la chapelle pour prendre en charge Margaret Ellis. Lorsque la police arriva, le prêtre leur expliqua ce qui s'était passé, même si lui-même comprenait à peine l'ensemble de l'incident. Longtemps après que tout le monde soit rentré chez soi, l'incident continua de hanter le père Gabriel. Il continuait à avoir des flashbacks de ces petits moments. Et s'il les avait manqués ? C'était une pensée troublante. Mais pourquoi tout le monde les avait-il manqués ? Il pensait au personnel de l'hôpital et au directeur des pompes funèbres, mais aussi aux enfants de Margaret elle-même. Quelque chose n'était pas à sa place ici. Mais lorsqu'il décida d'examiner la situation de plus près, il fit une découverte encore plus perturbante. Alors que le père Gabriel arpentait les longs couloirs inclinés de l'hôpital, où Margaret Ellis avait soi-disant rendu son dernier souffle, il savait exactement qui il voulait voir en premier. Gwen Barry était une vieille connaissance, une femme amicale et efficace d'âge moyen qui avait travaillé dans le bureau administratif de l'hôpital presque aussi longtemps qu'il avait été prêtre. Il coordonnait souvent les visites à l'hôpital par son intermédiaire. Et parfois, elle lui parlait même de patients qui, selon elle, avaient besoin d'un peu de soutien moral. Maintenant, elle était surprise mais heureuse de voir le père Gabriel debout devant son bureau. « Ai-je manqué un rendez-vous avec le Seigneur, père ?» plaisanta-t-elle. Il ne put se résoudre à lui rendre son sourire et secoua simplement la tête. « Je suis venu aujourd'hui pour demander une faveur, » dit-il. En aussi peu de mots que possible, il lui expliqua ce qui l'intéressait et pourquoi. Elle hocha la tête, comprenant immédiatement, et lui demanda de l'attendre. Puis elle décrocha son téléphone et passa un appel. Environ 20 minutes plus tard, un jeune portier de l'hôpital arriva avec un chariot chargé à ras-bord de dossiers. Gwen Barry l'aida à les déballer et à les empiler sur son bureau de manière ordonnée.
Elle appela ensuite le père Gabriel et lui tendit un dossier qu'elle avait mis de côté. C'était le dossier médical de Margaret Ellis. Bien que le père Gabriel ne soit pas un expert médical, il connaissait quelqu'un qui l'était. Sœur Bethany était une infirmière formée avec plusieurs spécialités, et avec son aide, il parvint à déchiffrer avec succès le dossier médical et ses implications. Sœur Bethany expliqua à quoi servait chacun des médicaments de la longue liste et comment ils agissaient dans le corps humain. Lorsqu'il la vit froncer les sourcils devant quelques entrées sur les dernières pages du dossier, il lui demanda ce qui suscitait sa réaction. Elle pointa du doigt plusieurs doses manquées du médicament cardiaque qui était d'une importance vitale pour la santé et la stabilité de Margaret. Un autre signe d'alerte qu'elle remarqua fut l'inclusion soudaine d'un narcotique prescrit habituellement aux insomniaques. « Ce truc peut être très dangereux », déclara sœur Bethany avec autorité. « Surtout que cette dose est bien trop élevée pour quelqu'un qui commence tout juste avec ce type de médicament. Et avec les problèmes cardiaques, il n'est pas recommandé. » Quelqu'un ne savait évidemment pas ce qu'il faisait. Longtemps après le départ de sœur Bethany, ces paroles continuèrent de hanter le père Gabriel. Il était troublé par ce qu'elles impliquaient. « Quelqu'un ne savait manifestement pas ce qu'il faisait, » avait dit sœur Bethany. Mais peut-être que quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait et voyait dans la manipulation lente et délibérée des médicaments vitaux une manière parfaite de masquer une mort non naturelle, une tentative de meurtre qui avait jusque-là été couverte avec succès. Une page détachée tomba du dossier au sol, apportant un autre rebondissement surprenant à l'affaire. Le père Gabriel fronça les sourcils en lisant son contenu et apprit ainsi que Margaret Ellis avait modifié son testament pendant sa dernière semaine à l'hôpital, laissant tout à sa plus jeune fille, Claire. Cela était-il légitime ? Il réalisa qu'il devait vraiment parler aux deux enfants de Margaret. Utilisant l'autorité unique que lui conférait son rôle de prêtre, Claire Ellis était si nerveuse qu'elle semblait avoir peur de sa propre ombre. Elle était submergée par la frénésie, la tension, et quelque chose que le père Gabriel ne parvenait pas tout à fait à cerner. L'inquiétude des dernières semaines avait laissé sa marque sur elle. « Je ne sais pas quoi penser, quoi ressentir », renifla-t-elle. « Quand maman est décédée. » Ici, elle hésita, et une des larmes qui brillaient dans ses yeux gris roula sur sa joue. Le père Gabriel lui laissa un moment pour se ressaisir. Puis il dit « Je comprends. S'il vous plaît, continuez. » Claire Ellis prit une profonde inspiration. Je pensais que sa douleur, sa souffrance, étaient terminées. Elle se battait tellement pour chaque souffle. J'étais soulagée que ce soit fini. Mais maintenant, les larmes la submergèrent. Le père Gabriel dit « C'est compréhensible, Normal. » « Non, ça ne l'est pas, » dit Claire, ses pensées contradictoires mises à nu. « Ai-je souhaité la mort de ma mère ? Je me sens horrible. Peut-être que je n'écoutais pas assez quand elle parlait. Quand elle toussait, c'était tellement difficile de comprendre ce qu'elle disait. J'aurais dû parler aux infirmières, aux médecins. Comment cela a-t-il pu arriver ? J'ai l'impression de ne plus pouvoir la regarder dans les yeux maintenant. Je me sens tellement coupable que nous ayons failli l'enterrer vivante. » Son chagrin et son tourment intérieur semblaient sincères, ce qui rendait ce que le père Gabriel avait à dire ensuite encore plus difficile. « La confusion concernant les médicaments de votre mère semble suspecte, » commença-t-il. « J'ai des raisons de croire qu'elle pourrait encore être en danger. » Le visage de Claire se décomposa aux mots du père Gabriel. « Oui, » dit-elle immédiatement. « Ce danger est réel. Bien que j'ai essayé de ne pas croire que c'était vrai, qu'il était capable de cela. Il y a quelques mois, Édouard est revenu et a dit qu'il m'aiderait avec maman. Il a dit qu'il était inquiet pour maman et moi, vivant seul dans la grande maison avec maman qui n'était pas bien. Mais il était revenu pour aider. Au début, je pensais qu'il disait vraiment ce qu'il disait, qu'il avait un changement de cœur. » Claire Ellis hésita.
Elle semblait réticente à exprimer ses propres soupçons. « Continuez, » dit le père Gabriel. Claire prit une autre grande respiration. « Quand j'étais beaucoup plus jeune, ma mère m'a dit de faire attention à Édouard, mais je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Je pensais qu'il était mon audacieux grand frère qui vivait cette vie excitante. Mais quand il est revenu, j'ai vu une autre facette de lui, la façon dont il parlait à maman, la rabaissant sans aucun respect. Et après son retour, l'état de maman s'est aggravé, mais il disait que c'était dans ma tête. Je suis tellement contente que vous ayez fait ce que vous avez fait, mais je ne sais pas comment la regarder maintenant. Je suis sûre qu'elle serait heureuse de vous revoir, dit le père Gabriel. Bien qu'il ne l'ait pas exprimé, l'histoire de Claire l'avait profondément troublé. Il pria pour avoir du courage alors qu'il cherchait la meilleure façon d'aborder le fils de Margaret. Edward était considérablement plus âgé que Claire. Il semblait être une personne sympathique et extravertie, mais le père Gabriel sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui. « J'espère que ma sœur s'est bien comportée en votre présence, père, » commença-t-il. « Comment ça ?» demanda le père Gabriel. Il y avait quelque chose de calculé dans l'hésitation d'Edward. « Eh bien, si vous voulez savoir, dit-il, ma sœur a causé beaucoup de problèmes à notre mère. Elle a toujours été une enfant rebelle, fuguant dans des bars alors qu'elle était encore mineure et vivant aux dépens de notre mère. Comme vous le savez, j'étais à l'université, mais maman appelait souvent et me racontait tout ce que Claire faisait. Quand maman est tombée malade, j'étais sérieusement inquiet pour elles deux, mais surtout pour maman. Je ne pouvais pas la laisser seule avec Claire, qui n'avait aucune notion de ses responsabilités. Le père Gabriel fronça les sourcils. Être seul avec un parent a dû être une tâche énorme pour quelqu'un d'aussi jeune que Claire. Exactement, approuva Edward. Saviez-vous qu'elle mélange parfois les pilules de maman ? C'est préoccupant, dit le père Gabriel. Vous devez être soulagé qu'elle soit maintenant à l'hospice. Oui, bien sûr, dit Edward Ellis. Vous savez, père, votre sermon était magnifique. Et les lits, je les ai achetés, vous savez. Ils sont importés, seulement le meilleur pour maman. Après que le père Gabriel ait parlé aux deux enfants de Margaret Ellis, il ne se sentait pas plus éclairé sur le mystère entourant son presque enterrement vivant. Les accusations d'Edward étaient très préoccupantes, mais le père Gabriel ne l'aimait pas beaucoup. L'homme avait un air d'insincérité, et la Claire qu'il décrivait semblait bien éloignée de la jeune femme sensible qu'il avait rencontrée plus tôt dans la chapelle. Qui devait-il croire ? Qui disait la vérité ? Il fit une promenade pour se vider l'esprit et se retrouva à marcher en direction du petit cottage douillet de Margaret. L'endroit était encore scellé par du ruban de police, mais le père Gabriel s'arrêta pour parler à l'inspecteur en charge de l'enquête, qui était aussi un paroissien. L'agent de police lui dit qu'ils étaient perplexes face à l'affaire. Bien qu'il soit certain qu'un crime avait été commis, il serait difficile de le prouver devant un tribunal. Le père Gabriel demanda alors s'il pouvait être autorisé à jeter un coup d'œil. Il se souvenait bien du cottage de Margaret, et en voyant les objets éparpillés dans la pièce ensoleillée où elle passait la plupart de son temps, il se rappela de sa créativité et de son amour pour la couture. C'est alors qu'il remarqua qu'il y avait un fil encore coincé dans la petite bobine. Cela ne ressemblait pas à Margaret, qui était méticuleusement ordonnée avec son équipement. En glissant son doigt dans la cavité sous l'aiguille pour retirer le fil, il vit qu'un petit carnet avait été coincé à l'intérieur. Le père Gabriel le retira et l'emporta au presbytère, où il prononça une prière, espérant que le Seigneur lui pardonnerait de fouiller dans les pensées de Margaret Ellis. Le petit carnet semblait être une sorte de journal, car les entrées étaient datées. Il racontait l'histoire des derniers jours que Margaret avait passés dans sa propre maison, détaillant comment Edward était revenu chez lui et avait manipulé sa mère pour qu'elle lui prête une somme d'argent considérable pour démarrer une entreprise.
Lorsqu'elle refusa, il devint violent et vola l'argent. Sa présence oppressante avait drainé toute joie et tout espoir de sa vie. Elle semblait résignée à son propre sort, mais craignait pour l'avenir de Claire. Dans sa dernière entrée, elle fit la prédiction glaçante qu'Edward pourrait essayer de mettre fin à ses jours. Réalisant que le journal de Margaret témoignait des abus qu'elle avait subis et de la tentative de son fils de la tuer, le père Gabriel ne perdit pas de temps pour l'apporter aux officiers de police en charge de l'enquête. Le petit livre abîmé aida la police à constituer un dossier qui mènerait à une poursuite judiciaire réussie. Dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital, Margaret Ellis fut placée sous oxygène et connectée à un impressionnant ensemble d'équipements de survie haute technologie. Après quelques jours, elle retrouva pleinement conscience et avec les bons médicaments, elle devint plus réactive. Même ses problèmes respiratoires, qui étaient liés à sa condition cardiaque, s'améliorèrent. Claire Ellis rendait visite à sa mère quotidiennement et sans l'influence toxique de son frère aîné, elle semblait elle aussi s'épanouir. Elle réussit même à contacter des proches dont Edward l'avait isolée, elle et sa mère. Cela incluait les 2 frères de Margaret et leurs épouses, ainsi que plusieurs cousins plus jeunes. Margaret fut submergée de gratitude en vivant cette réunion douce amère. Ils partageaient des souvenirs et des photographies, et elle put offrir quelques souvenirs précieux à chacun de ses parents. Cela lui permit d'obtenir une clôture et de trouver la paix. Claire Ellis, qui s'était si souvent sentie désespérément seule sous la tyrannie de son frère, était reconnaissante pour le soutien de sa famille élargie. La seule personne non incluse dans leur heureuse réunion était, bien sûr, Edward. Plusieurs années plus tard, les 2e funérailles de Margaret Ellis contrastaient fortement avec la nature perturbatrice et écrasante de ses premières funérailles. Oui, il y avait des lys, mais aussi des marguerites, des pivoines, des mufliers et des roses. Un mélange magnifiquement diversifié de fleurs pour célébrer une femme courageuse dont la créativité gentille et la ténacité humble avaient triomphé de la brutalité tyrannique d'un fils cruel. Bien que Claire verse encore des larmes de chagrin, elle s'était transformée en une jeune femme confiante qui reflétait l'esprit indomptable de sa mère. Elle n'était pas seule dans son chagrin. Cette fois, elle était entourée d'oncles, de tantes et de cousins, les membres de la famille qui avaient été aliénés par la manipulation sévère de son frère sans cœur. Le père Gabriel dirigea le service avec une grâce naturelle qui avait manqué lors de la mascarade de la première inhumation. La seule note de regret fut une brève pensée pour cet homme vindicatif et gâté qui était maintenant en sécurité derrière les barreaux et ne pouvait plus nuire à sa famille. Si la famille l'avait souhaité, il aurait été autorisé à assister aux funérailles de sa mère. Mais Claire avait expressément demandé son absence, et le père Gabriel ainsi que le directeur des pompes funèbres respectèrent cela. C'était un jour nuageux, mais alors que le père Gabriel atteignait la fin de l'éloge funèbre, un bref rayon de soleil perça la fenêtre de vitrail derrière l'autel pour éclairer le visage de la défunte d'un faisceau de lumière bleue. Dans la mort, Margaret Ellis semblait sourire. Il y eut un léger mouvement, une mèche de cheveux gris se levant brièvement dans une brise que personne d'autre ne ressentit. Après une lutte finale et une justification ultérieure, elle était maintenant en paix. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.